Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï TV pour parler d'une BD pour le moins hardcore, Overkiller. Overkiller, donc, c'est du City Hunter à la sauce Harakiri, un tueur joli cœur qui n'a jamais peur, sauf de ses ennemis qui sont fort jolis. Overkiller, c'est déjà 2 volumes, dont 3 déjà financés sur Ulule, mais il n'est pas trop tard pour rattraper la série avec le lien en description et surtout permettre à Overkiller de s'envoler vers d'autres cieux. Vous aimez les clichés, les couleurs bariolées, les gros nénés, vous allez adorer. Le projet mené tambour battant par Mansour, Bax et Shane a déjà trouvé son public et saura vous toucher sous votre pubis. Alors craquez dès maintenant pour Overkiller si vous voulez soutenir un projet cool, indé, bigarré et sexué. Après il sera peut-être trop tard, qui sait. En attendant, moi je sais quoi commander, hein. Allez, on se remet un extrait pour kiffer. Un terrible assassin qui manque de rigueur. Avec toi les mafieux vont comprendre leur douleur. Ouais, je sais, ça claque pas mal, hein. Lien en description. Tout de suite, votre programme comme prévu. John Wick 4, John Wick 4. Est-ce que j'ai besoin de plus te résumer le film que John Wick 4? John Wick fucking 4. Parce que la saga est finalement devenue assez vite un classique, hein, presque aussi vite que les Hitman. Mais j'ai le grand plaisir de vous annoncer que grâce à John Wick 4, je sais désormais que cette saga est en bien meilleures mains que celle de Donnie Yen ou Liam Neeson. Et Donnie Yen, justement, c'est le grand rival de notre John Wick national. Et oui, parce que maintenant il est en France. Et quel perso, mes amis, malgré mon amour inconditionnel pour Marc Dacascos dans le 3, eh bien, faut bien dire que Donnie Yen ici ridiculise tous les antagonistes de la saga. Le scénario est très simple, hein. Keanu Reeves est toujours en quête de liberté, de s'affranchir de cette espèce de société secrète et très armée. D'ailleurs, au risque de mettre dans la mouise les rares amis qui lui restent. 2h50, 3 heures de pam-pam, boum boum, vroom vroom. Le tout avec des combats chorégraphiés à l'infini, rivalisant avec les meilleures productions hongkongaises. Et là où John Wick 2 était quasiment ridicule avec tous ses gimmicks, et le 3 enchaînait pas mal les moulinets infinis sur la fin, l'action est ici plus nerveuse et solide que jamais. Non, et puis sérieusement, faut le dire, d'où tu arrives à rythmer un film comme ça pendant 3 heures? J'ai pas vu ça depuis The Raid 2, c'est du grand art à ce niveau. Le génie de ce 4e épisode, qui pourrait facilement passer pour la suite de trop, c'est d'assumer pleinement l'espèce d'univers établi n'importe nawak de la franchise. En fait, John Wick, c'est un peu un film de Steven Seagal qui serait aussi cool que Steven Seagal les imaginait. Parce que forcément, quand t'as les moyens, le casting, la zik, les cascadeurs, c'est tout de suite plus facile de foutre tous les potards à 11 sur 10 et ça crée John Wick 4. Le premier était finalement un simple revenge movie assez ballsy et grounded. En plus avec un Keanu Reeves là où on ne l'attendait pas, même si Man of Tai Chi nous mettait un peu sur la voie. Hein. C'était le 2 qui était totalement ubuesque, on s'attendait même à voir le moindre poupon sorti d'une poussette à essayer de tirer sur John Wick. Et puis en vrai, le 3 sentait pas mal la sueur et la fatigue. Hein. Ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il faut bien mesurer le tour de force que c'est de proposer un John Wick 4 de ce calibre, qui pour moi passe largement au-dessus des 2 autres suites. Non, parce que proposer un 4 qui est mieux que le 2 et le 3, il y a que Rambo qui a réussi. Ça lui a pris plus de 20 ans. Alors je reprocherais quand même des lumières et une colo assez virtuelle finalement, très jeu vidéo, dont le film s'inspire sans honte finalement, notamment dans une séquence qui est instantanément culte et qui sera copiée et recopiée pour les années à venir. Mais les fans de Hotline Miami ne s'y tromperont pas. Et en fait, à un moment, j'ai réalisé que si tout était très pixelisé avec un framerate vraiment divisé par 2, on aurait l'impression de regarder un jeu méga CD. Et John Wick 4 est très conscient de n'avoir que ça à proposer. Et c'est bizarrement des combats toujours renouvelés. Et pas seulement grâce à un nouveau gimmick à chaque fois, mais avec une vraie fraîcheur et un investissement dans les cascades, surtout filmé avec un certain oomph. Et puis l'implication de Keanu Reeves est totale, hein, traînant son espèce de silhouette christique dans ses décors en éternel martyr, là, j'en peux plus. Et que dire de ce final de cow-boy dantesque, encore une fois avec une lumière tellement virtuelle qu'on reconnaîtrait à peine le Sacré-Cœur, on se croirait plutôt dans Mandalorian. Forcément un peu dommage, mais on boudra pas notre plaisir hein, de voir Paris sous le miroir déformant de la badasserie hollywoodienne. Rien à voir avec Mission Impossible ou Taken justement. Perso, je suis ressorti turbo saucé de la séance, qui est impensable pour un 4e épisode d'une série d'action dont le 2 m'avait déjà fait rouler des yeux. Surtout à cause de cette putain de scène avec les silencieux dans le métro là, piou 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 piou, tu te souviens? Du coup, rien d'étonnant à ce que le film ridiculise totalement Ant-Man 3 au box-office. L'action brute de décoffrage l'a servi sur un plateau d'argent. Ça détonne forcément avec des bagarres full 3D là, sans aucun poids ni impact. John Wick 4, c'est presque un cri du cœur en fait. Pour rappeler à qui veut l'entendre qu'une bonne patate bien filmée, ça vaudra tous les super pouvoirs numériques de la Terre. Non seulement John Wick est intronisé au panthéon des héros d'action, mais ce 4e opus l'entérine comme une saga vraiment imbloquable, aux côtés des meilleurs John Woo avec Joe Yun-Fat.
Franchement, ça laisse tellement les Tekken et les Hitman sur le carreau. Non, parce que oui, Hitman 1 m'a mis une plus grosse claque que John Wick 1, mais alors Hitman 2 et 3, rien à voir. Ce qui est très très fort hein, pour un univers aussi joyeusement débile. Et d'ailleurs un des tours de force de la saga, hein, justifier autant de débilité primaire, comme les vestes par balles, parce que même si ça t'a fait tousser de rire dans le 2, bah une fois dans le 4, t'as l'esprit libre. Et ça c'est très très fort. Vraiment, GG John Wick, et pour la fin j'y crois zéro. Hein. Par contre là il faut quand même intervenir, c'est assez triste d'avoir autant de crews français sur le tournage, et qu'on laisse Bill Skarsgård s'en tirer avec ce faux accent français de mes couilles. Je veux dire non mais y a personne qui a hurlé de rire quoi, genre faites un effort bordel, j'ai dû attendre que le film me dise qu'il était français. Junji Ito, le maître absolu de l'horreur dressée sur papier, qui s'est d'ailleurs vu récemment adapté en série sur Netflix, dans une série de courts-métrages horrifiques pour un résultat des plus mitigés. Et finalement, est-ce si grave si cela permet à toujours plus de gens de découvrir le génie du maître? Sauf moi, j'ai bien découvert Berserk en animé d'abord. Mais attendez, ce nom ne vous dit rien, vous êtes sûr? Et ce visage? Ou par exemple, vous savez cette histoire hein, de crevasses qui apparaissent dans une montagne et les gens reconnaissent à la télé leur propre silhouette et du coup se foutent à poil et s'insèrent dans la montagne sans savoir s'ils peuvent ressortir et du coup ils plongent comme ça. Brrr, j'ai feuilleté ça un jour à la Fnac et j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Et bien en tout cas j'ai eu l'honneur d'interviewer le maître lors de son passage à Angoulême, ma deuxième patrie, à l'occasion d'une glaçante exposition en son honneur. J'étais très heureux de retrouver cette ville dont j'avais gardé de nombreux souvenirs. Ensuite, oui, j'ai trouvé que l'exposition était de grande qualité, notamment au niveau de sa scénographie, des objets de décor comme l'arbre très inquiétant ou les pierres tombales. Donc, je suis vraiment très heureux que mes œuvres soient exposées dans une atmosphère aussi bien faite. La série en fait adapte plusieurs de ses histoires courtes les plus connues. Bien sûr Tomie, mais aussi La ville funéraire. Et là attention, le défi est corsé. Hein. Tentez de reproduire ce profond malaise, cette envie que les personnages principaux se barrent d'ici tout en continuant à tourner les pages et se plonger plus profondément dans l'horreur. C'est impossible de vous résumer ici tous les pitchs de la série. On passe du plus cocasse au plus glauque, du truc simplement flippant au coin du feu à l'apocalypse à grande échelle. Avec toujours son lot de visions cauchemardesques, la signature du bonhomme qui inspire encore aujourd'hui des tas et des tas de creepypasta ou d'entrer dans la fondation SCP. Si la réputation du mangaka n'est plus à faire sur le papier, toutes ses œuvres sont disponibles chez Mangetsu dans des éditions mirobolantes et merci encore à eux pour l'interview, la série Netflix pêche un peu, hein, peut-être à cause des couleurs ou de sa BO décalée, sans parler de l'opening quasiment hors sujet. Pour moi la vraie force de Junji Ito qui rendait ses histoires inoubliables, c'était ce moment de suspension. Après avoir fini l'histoire, le silence glaçant qui t'entoure. Vous pouvez quasiment ressentir le même genre de détresse que lorsqu'on se réveille d'un cauchemar. Et là du coup c'est impossible en animé parce que t'as l'ending qui vient tout casser. Le plus réussi pour moi est La ville funéraire, qui risque de vous mettre mal à l'aise la prochaine fois que vous passerez au cimetière, mais chut, je dirai rien de plus. D'ailleurs en parlant de cimetière, le mec a carrément visité les catacombes de Paris. Et moi qui ai vécu ça comme un espèce de labyrinthe chelou sur le thème d'Indiana Jones, lui, il a été inspiré autrement. C'était la première fois que j'allais aux catacombes et en fait avant d'y aller, moi je m'imaginais des espèces de momies qui seraient exposées au mur et en fait non, je me suis rendu compte que c'était plein d'os, de jambes, tout ça qui sont posés les uns sur les autres, tous ces squelettes alignés et en fait c'était cette disposition, cet alignement qui était vraiment impressionnant et leur nombre aussi, c'était à se demander mais combien de squelettes sont-ils stockés dans ce lieu et ça m'a évoqué en fait cette longue histoire de l'humanité et je me suis dit si rien qu'en France, rien que dans ces catacombes il y a tant de corps qui sont ensevelis, je me disais oui combien de personnes sont nées et sont mortes jusqu'ici, enfin, ça m'a procuré un sentiment très étrange et c'est vraiment ce côté innombrable, infini de corps qui m'a impressionné et donc peut-être que oui, ce sentiment d'étrangeté qui m'a pris à ce moment-là sera exprimé dans une future œuvre. Mais pour la série, je sais pas si c'est des choix artistiques ou de doublage qui me bloquent. Pourtant le chara-design du mangaka si particulier est bel et bien repris, hein. Mais je sais pas, peut-être que les visuels manquent de la texture apportée par l'ancrage du manga. Par contre, bonne nouvelle, hein, si vous appréciez l'anime, dites-vous que c'est du pipi de chat à côté des mangas. Hein. D'ailleurs, en parlant de chat... Mais justement, parmi les monstres les plus célèbres du manga, on retrouve souvent la patte de Junji Ito. Mais du coup, c'est quoi ces monstres fétiches à lui, avec lesquels il a grandi ?
Oui, quand j'étais enfant, j'adorais les films de kaiju et en particulier Godzilla. En fait, mais c'était pas plus que le film Godzilla. En fait, j'avais envie de devenir Godzilla et de détruire des bâtiments. Et j'avais très envie d'avoir une peluche, enfin une poupée Godzilla. Je me demandais si je pourrais pas la fabriquer moi-même. Ça pour vous dire à quel point j'aimais le personnage de Godzilla. Et effectivement, à la télévision, Ultraman était très à la mode, mais moi en fait je préférais la série Ultra Q plutôt que Ultraman. Donc Ultra Q, c'est pas des super-héros, mais le héros est un pilote. Et puis il y a toujours un personnage, une journaliste femme qui se trouve impliquée dans des affaires, et puis des kaiju qui apparaissent. Et j'adorais cette série, mais elle était en noir et blanc, et une fois que la télévision en couleur est apparue, ils ont cessé de la diffuser, et je me suis dit que j'avais très envie de la revoir. Après, il y a aussi Ultra Seven, que je préférais en fait à Ultraman. Donc Ultra Seven, l'aspect science-fiction était très marqué, avec à chaque épisode des extraterrestres envahisseurs qui arrivent. Donc oui, j'ai vraiment grandi avec ce type de série, et il est fort possible que quelque part, oui, il m'ait influencé dans mes mangas. Et après, il y a la personne qui faisait le design des monstres de Ultraman, qui s'appelle Toru Narita, qui était vraiment très talentueux. J'aimais beaucoup son travail. Et je possède aussi quelques sophobis, et notamment une figurine des monstres de Ultra Seven. あ、そう嬉しい。ちょっと補足します。等身大の中に人間が入る着ぐるみとも言いますけど、それが欲しかった。Petite précision, quand je disais que je voulais une peluche, une poupée de Godzilla, en fait j'en voulais une grandeur nature dans laquelle on peut rentrer en fait. Ah oui, full suit. Ok. J'avais envie d'un costume Godzilla. Et puis les fans de jeux vidéo ne peuvent pas ignorer son influence, que ce soit dans Silent Hill, Clock Tower ou la série des Projets Zero, même les films The Ring en fait. En tout cas, la question la plus naturelle qui m'était venue, c'était de savoir si lui-même y jouait ou il ressentait des influences de la part du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais pour des questions de temps, je ne peux pas trop m'y consacrer. C'est-à-dire que quand on commence, ça prend énormément de temps, et en fait j'ai toujours la crainte que ça vienne empiéter sur le temps de création de mes mangas, donc je m'arrête assez vite, et du coup je ne progresse jamais. Donc ça m'intéresse, mais je maîtrise mal le jeu vidéo. En ce qui concerne les collaborations, il m'est arrivé de collaborer pour un novel game, un jeu à texte, où j'ai participé comme guest, comme invité. Et sinon il y a un projet qui me vient de Chi, une compagnie de jeux vidéo chinoise, qui m'a proposé un certain projet dont vous entendrez probablement parler prochainement. Alors effectivement, quand il m'a répondu, la collab avec Fortnite n'était pas encore annoncée. Et du coup, l'identité visuelle façon Junji Ito ramenée dans le style Fortnite, ça fait vraiment juste creepypasta sur le web. Vous savez, tous ces espèces de monstres chelous, genre Momo, etc. Alors que c'est quand même pas mal Junji Ito qui a influencé tout ça. En tout cas, le mec est beaucoup trop imbloquable pour nous terroriser avec des objets du quotidien, comme les tombes ou les escargots, et même les filles. Oui, pour ce qui m'a inspiré Tomie, il n'y a pas vraiment de modèle précis. Par contre, ce qui a ce qui est à l'origine de l'idée de Tomie, c'est que lorsque j'étais en troisième année de collège, j'ai un camarade de classe qui est mort dans un accident de la route. Et en fait, j'étais bouleversée par ce décès. Je me suis vraiment posé des questions sur qu'est-ce que c'est que la mort d'un être humain. Et ce questionnement sur la mort, en fait, a donné lieu à donc cette idée de personnage de Tomie qui, même si elle est morte, elle revient à la vie, elle ne meurt pas. Et physiquement, en fait, il n'y a pas de modèle précis. Je voulais juste que ce soit une femme qui soit belle comme un mannequin. Et je pense que je n'aurais aucun moyen de lui résister, que je serais complètement sous son emprise. En tout cas, l'honneur était immense, merci beaucoup à Mangetsu, et non, ce n'est pas sponsorisé. Mais donc j'imagine que si vous n'y connaissez rien et que vous êtes juste curieux, vous pouvez toujours mater la série Netflix, mais attention, c'est vraiment coupé à l'eau.